Regardez ces images qui montrent cette Russie à l'offensive, tous azimuts, en matière de bras de fer nucléaire, en matière terrestre. Ces images sont vertigineuses. On est là dans cette région de Mir-Norad. Dites-nous un mot de ça, s'il vous plaît. Samantha de Bender, nous avez rejoint cette région qui, alors, on voit la destruction. On découvre à chaque fois de nouvelles villes. Il y a la ville de Toretsk, la ville de Pokrovsk, et maintenant cette ville de Mir-Norad qui est une ville fantôme. Alors Mir-Norad, elle est juste à côté de Pokrovsk en fait. Donc, et les deux villes ont été attaquées et assiégées en même temps depuis plus d'1 an maintenant. Et beaucoup de gens sont d'accord pour dire que ce soit Mir-Norad ou bien Pokrovsk, il n'y a plus de ville. Il n'y a plus de ville, il n'y a même plus d'intérêt. Avant, c'était par exemple, Pokrovsk était un nœud militaire, ça ne l'est plus, un nœud ferroviaire, ce ne l'est plus aujourd'hui. Cette image, c'est Stalingrad, hein, ça fait penser, c'est une petite ville. Moi, mais je vais vous dire que ce n'est plus Stalingrad. Ça fait 4 ans presque qu'on voit des images comme ça de villes ukrainiennes. Malheureusement, ces villes ukrainiennes sont en train de créer une nouvelle norme de la destruction et de l'horreur de villes détruites et de vies civiles surtout perdues. Benoît Billon, vous avez rejoint, vous êtes historien militaire. Votre regard sur ces images-là qui en disent tellement sur le rouleau compresseur russe qui a continué à avancer. Oui, la zone urbaine est devenue la principale zone de défense en fait pour les Ukrainiens, parce qu'on le voit hein, sur les bâtiments, on voit que malgré les bombardements, toutes ces structures sont des bâtiments de l'époque soviétique, sont encore debout, parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits de manière extrêmement solide. Une bonne partie d'entre eux ont des souterrains qui ont été conçus pour servir d'abri anti-aérien à l'époque. Les blocs, les fameux blocs soviétiques. Ce sont les blocs. Et donc ce sont des forteresses. Ça a été fait pour plutôt résister à des bombardements aériens, mais de fait, ce sont des forteresses. Et donc les Ukrainiens s'y accrochent. L'avantage en plus de ces zones urbaines, c'est que comme il y a des souterrains et des bâtiments, on peut s'y mettre à l'abri de l'observation des drones. Donc ce sont les môles défensifs par excellence de l'Ukraine. J'ajoute que depuis 2014, les Ukrainiens ont fortifié toutes ces villes, et donc ce sont forcément les lieux où se déroulent les combats les plus durs, parce que à chaque fois, les Ukrainiens s'y accrochent, c'est normal, parce que ce sont des zones où ils peuvent se protéger, et les Russes, forcément, essayent de les prendre d'assaut, parce que ça leur permet de conquérir des positions cruciales pour ensuite progresser et grignoter petit à petit la fine fleur de l'armée ukrainienne. Quelle est la logique militaire? Général Richoux, on amène des précisions. Hein. Avant l'invasion, 47 000 personnes vivaient là, dans ce qui est devenu maintenant des ruines. Aujourd'hui, il reste des ruines et effectivement quelques familles visiblement qui tentent de survivre là. Il n'y a plus ni électricité, ni eau courante, ni chauffage. Et dans bien des cas, ça reste comme ça des mois avant que... Quelle est la logique militaire? Alors, du côté des Russes, c'est plus une logique politique. C'est-à-dire que Pokrovsk, ça permet d'aligner tranquillement, enfin, à terme, les frontières de l'oblast de Donetsk sur les frontières qui ont été annexées à la Fédération de Russie. C'est ça la principale vertu. Mais côté ukrainien, il n'y a pas meilleur terrain défensif que le combat en localité et le combat urbain. Véritablement, c'est là que l'on peut arrêter avec des forces notablement inférieures, une force supérieure en nombre, en munitions, en logistique, etc. Donc c'est là-dedans que chaque ruine fait une fortification supplémentaire finalement. Et donc ce sont des môles défensifs. C'est ce qu'il y a de plus facile à défendre lorsqu'on est en infériorité à la fois numérique, militaire, etc. Donc effectivement, le combat urbain, il est connu pour ça. On s'y accroche parce que le combat urbain, c'est ce qui permet effectivement de compenser ce qu'on appelle le combat dissymétrique, c'est-à-dire des armées de type semblable, mais il y en a une qui est plus forte que l'autre. Là, il y a un combat dissymétrique, l'armée russe est plus forte, mais clairement, les Ukrainiens compensent cette infériorité en s'accrochant aux localités. C'est assez extraordinaire d'avoir des images de Mir-Norad parce que c'est la ville qui est dans la poche en fait. Pokrovsk, on peut encore entrer et sortir par le nord-ouest notamment. Mir-Norad, il n'y a plus aucun mouvement possible. On estime qu'il y a plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui sont sans doute pris au piège. Peut-être encore quelques civils qui vivent dans les caves depuis des mois et des mois, puisque cette offensive sur ces deux forteresses du Donbass dure depuis plus de 18 mois maintenant. Ça fait 18 mois que les Russes essaient de les conquérir
atterrir. Et le problème pour les Ukrainiens, c'est qu'une fois que ces villes tomberont entièrement aux mains des Russes, ce n'est pas encore le cas. Les images qu'on voit là sont des images de la Navy ukrainienne, d'ailleurs. Ce sont des soldats ukrainiens qui ont pu les filmer par drone. Ensuite, il n'y a plus de villes importantes jusqu'aux frontières de l'oblast de Donetsk, ce qui fait que la progression des Russes ensuite pourrait être assez rapide. On voit aussi qu'il y a beaucoup de fumée, il y a sans doute beaucoup de brouillard. Il y a eu du brouillard ces derniers jours et les forces russes en ont profité. Le brouillard, ça permet un emploi beaucoup plus difficile des drones, donc les Russes en ont profité pour s'infiltrer encore plus en profondeur, à la fois dans Myrnorad qu'on voit là et dans Pokrovsk. Quelle est la capacité de frappe des Russes encore aujourd'hui? Parce que tout ça est suivi des armées occidentales. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les Occidentaux regardent ça en se disant comment est-ce que nous allons nous prémunir nous-mêmes? Il n'est plus seulement question ici de l'Ukraine. Regardez cette séquence très impressionnante des bombardements sur toujours cette ville de Myrnorad. On va voir maintenant et vous allez nous dire quelles sont les armes russes qui sont employées en l'occurrence. Regardez. Voilà. Ici, général. Moi, là, je vois, il y a soit un missile, soit une bombe planante. Donc, ce ne sont pas des missiles Shahed. Ça, c'est employé dans la profondeur pour tout ce qui est opératif ou stratégique. Les FAB 3000. Qu'est-ce que c'est, les FAB 3000? Alors, c'est des TAP 3000. Les FAB 3000, c'est ça? Ce sont des. Alors, FAB, c'est l'acronyme qui désigne en fait les bombes aériennes guidées. Planant. Moi, je ne connais pas l'acronyme, effectivement. 3000, c'est pour la charge, donc 3000, c'est 3 tonnes. C'est le poids. Là, c'est clairement pas une arme de 3 tonnes, c'est une arme plus légère, plus petite. Mais des bombes de 250 ou 500 kilos en général. Les bombes planantes, ça va à 50 km à peu près. Donc il y a un avion qui le largue, par contre. Il va à 50 km donc ça veut dire que là, il y a un avion russe qui s'est approché à 50 km et qui a largué cette bombe. Alors justement, l'Institut des études de la guerre, ce think tank américain, a récemment expliqué que d'après leurs recherches, d'après ce qu'ils ont pu récolter du champ de bataille, c'est que les Russes aujourd'hui sont en train de modifier ces fameuses bombes planantes en mettant dessus des petits moteurs d'avion qui leur permettent d'aller plus loin. Donc ils peuvent tirer depuis plus loin. Et ces bombes planantes ont augmenter leur capacité d'aller. Mais pardon, qu'est-ce qui frappe ici? Puisqu'on comprend, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à détruire. Pardon, c'est affreux à dire, mais qu'est-ce qui frappe? Il y a forcément des soldats. Des soldats ukrainiens. Ça peut être des soldats retranchés dans ce bâtiment, donc ils tapent le bâtiment. Les Russes ciblent particulièrement les pilotes de drones ukrainiens parce qu'en fait, ça leur permet de ce type de frappe. En fait, vous frappez des centres de commandement, vous frappez soit des positions défensives extrêmement dures à prendre d'assaut, ou aussi les Russes ciblent systématiquement les pilotes de drones ukrainiens, parce qu'en fait, si vous tuez les pilotes, les drones ne peuvent plus cibler les soldats russes, et donc ça leur permet de progresser. Donc en fait, il y a une combinaison, vous parliez de la puissance de feu des Russes, entre les drones, l'artillerie et l'aviation, qui est utilisée de manière conjointe pour progresser ensuite. Expliquez-nous ce qui se passe. C'est-à-dire, on a d'un côté l'OTAN, c'est l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire, la plus riche aussi, c'est le PIB. Le PIB cumulé de l'OTAN est colossal. 1500 milliards de dollars à peu près, dont 1000 qui viennent des Américains. Donc vous voyez le budget militaire. Tout le reste, c'est 500 milliards. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est quand même 32 pays. Il y en a un qui fait 1000 milliards de dollars et l'autre qui fait les 500 milliards restants. D'accord, mais les Russes, c'est quel pays? Combien de milliards? 300, ils en sont à 125 milliards, me semble-t-il. Alors comment expliquer? Aidez-nous à comprendre. Il y a un problème de parité de pouvoir d'achat. Ils payent ça en roubles, etc. La facture n'est pas tout à fait la même. Enfin, quand même, on a d'un côté 1500 milliards, de l'autre côté, il y a les sanctions, il y a tous les efforts qui ont été faits. Quand même, l'OTAN, c'est quelque chose. Mais on n'est pas en guerre. Malgré ça, regardez la séquence, la Russie continue à utiliser des armes, hélas pour les Ukrainiens, avec force.
Cette image est terrible. Moi, je suis nul en armement, mais les orgues de Staline dans tous les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Ça n'a pas vraiment évolué. C'est le successeur, ça s'appelle un BM-21, c'est le successeur direct des orgues de Staline. C'est une arme de saturation de zone. C'est-à-dire qu'en fait, vous tirez ces roquettes-là pour saturer une superficie qui peut faire en général, on mesure en terrain de football pour faire des analogies. Et expliquez-nous pourquoi l'OTAN n'arrive pas à aider les Ukrainiens à détruire ça. Parce que c'est une arme qui paraît tellement primitive. Mais c'est politique, c'est politique, Darius, parce que l'OTAN se dit que si nous aidons trop l'Ukraine, Poutine va nous balancer un missile nucléaire soit sur l'Ukraine, soit sur un pays européen. Et comme Poutine n'arrête pas de le menacer, eh bien, les pays de l'OTAN hésitent à cause de ça. C'est le problème depuis le premier jour. Depuis le premier jour, l'OTAN avait deux choix face à l'Ukraine. Et ça, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les téléspectateurs. C'était soit dire, bon, finalement, on laisse aux mains des Russes, soit on aide, mais on aide comme il faut. Ce que l'OTAN a fait en aidant au compte-gouttes, juste assez pour que l'Ukraine tienne, sans la moindre stratégie, sans vraiment savoir quel était le but final recherché, eh bien, le résultat, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, 4 ans après presque l'invasion. Cette image est impressionnante, je ne sais pas vous la commentiez, effectivement. Là. Ces orgues de Staline, qui est ce qu'il y a de plus basique dans l'armée russe, mais l'OTAN, qui est le premier ensemble militaire de tous les temps, et du monde, n'arrive pas à aider les Ukrainiens à lutter contre ça, ici. Oui, mais d'abord parce que ce ne sont pas des batteries qui sont fixes. Donc elles tirent et après elles s'en vont. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas vous-même une force de riposte suffisamment proche pour pouvoir frapper presque aussitôt avant qu'ils aient le temps de partir, il est trop tard. Or, comme vous le savez, les Européens n'ont pas voulu. Et malheureusement, pour les Ukrainiens, je pense que c'est la sagesse, n'ont pas voulu engager leurs propres troupes à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, certes, il y a des équipements européens, il y a aussi, d'ailleurs, de plus en plus d'équipements fabriqués par les Ukrainiens eux-mêmes, avec des drones, mais l'avantage de ce genre de dispositif, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui de tous les dispositifs d'artillerie, y compris les canons César, qui sont installés sur des camions qui bougent, c'est qu'ils ne restent pas. Donc, ils sont extrêmement furtifs et avec l'aguerrissement, au bout de 4 ans de conflit, les Russes savent très bien au bout de combien de temps est-ce qu'ils doivent dégager, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent se planquer. Et de ce fait, effectivement, même s'il y a beaucoup de pertes, il n'y a pas suffisamment de riposte ukrainienne pour pouvoir tout éliminer.